Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 78e épisode des UBBistes. Je suis ravi de vous retrouver pour cette semaine si particulière puisque mon copain Yannou est devenu papa pour la deuxième fois. Félicitations Yann et surtout félicitations à la maman et bienvenue à Capu, la petite Capucine. Capucine. Ouais, ben Tout, ouais, tout s'est tout bien s- passé. nickel, parfaitement. T'es prêt à prendre ton congé pâte un chouïa trop tôt pour la Coupe du Monde de foot. Ouais, mais bon, c'est bien là comme ça. Là, tu vois, je vais tranquillement jusqu'à la finale. Ouais. Propre. Jusqu'à la finale, le top 14 aussi quasiment. T'imagines? Bon, bah, en tout cas, on est ravis pour vous et que cette vie à 4 se passe bien. Ça va être un peu intense, j'imagine, pour ces prochaines semaines. Mais bon, écoute, si on arrive à prendre une heure par-ci par-là pour faire nos petits épisodes et que entre deux couches et deux biberons, ce sera très sympa. En tout cas, on espère que tout le monde se porte bien et que les nuits. Ça va, les nuits? Moi, mais c'est bon, franchement, ça Ça va. va, ok. Non, mais Bon. tu vois, le plus chiant, c'est. En fait, le plus chiant, c'était que j'étais malade. Ça fait une Ah, semaine que je suis malade. Donc, j'ai été ouais. malade pendant l'accouchement. Et Aïe, donc aïe, là, aïe, aïe. je commence à être plus malade, tu vois. Donc, c'est bon. Ouais, entre le doigt cassé et la maladie, etc., bah dis donc. Bon, en tout cas, le titre. Ça passe de peu. Bon, vous avez été beaucoup à nous l'envoyer, donc pas de remerciement en particulier. Et du coup, pas si original que ça, mais bon, ça nous va quand même. Merci à Louis, le tipeur de la semaine, Lucho, et bravo pour ton beau parcours à vélo au triathlon de Carcan, même si la prochaine fois que tu me doubles en course à pied, tu finis dans le fossé, évidemment. Merci également aux copains de Chouette Pâtisserie qui nous soutiennent depuis plusieurs mois maintenant, les meilleurs choux, et pas que, de Bordeaux et de tout le sud-ouest, on peut le dire, avec 3 boutiques à Bordeaux, à Saint-Seurin, Saint-Pierre et à Saint-Médard également. On vous rappelle que vous pouvez vous abonner sur YouTube et laisser un petit commentaire pour nous dire si on dit des bêtises ou souhaiter la bienvenue à Capu, d'ailleurs. Ça lui fera grandement plaisir, on imagine. Au programme de cet épisode, on va faire le débrief du match contre l'USAP, un point sur le classement, un point sur les actus du club. Par contre, on se garde au chaud la petite preview du match de samedi, parce qu'apparemment il y a un petit match samedi qui n'est pas le Crunch Creator, qui sera à Bilbao à 16h, 15h45. Donc ça, on se le garde pour jeudi. On va faire ça jeudi entre midi et 2. Comme ça, vous aurez l'épisode dans la foulée. Et si vous allez à Bilbao ou si vous allez faire un petit footing pour déstresser, vous aurez ça à vous mettre dans les oreilles. Mais tout de suite, on va passer au résumé du match. Et ce samedi à 16h30, l'UBB recevait le 13e de ce top 14 de l'USAP devant un Chaban à nouveau à guichet fermé avec une équipe légèrement remaniée, avec quelques cadres laissés sur le banc de touche. Et comme chaque match avant une grosse échéance, on craignait que nos joueurs ne soient pas à 200%, même si on se disait que ça devait finalement quand même passer face à Perpignan. Et dès le début, nos Bordelot-Béglés vont être punis par un essai de Jefferson Lee Joseph à la première minute, même pas une minute de temps de jeu, avant que Cameron Wauki ne lui réponde à la 10e minute. Mais nos joueurs vont de nouveau souffrir sur la deuxième offensive catalane et prendre un deuxième essai par Ignacio Ruiz. Mais à l'image du renvoi directement en touche par Mathieu Jalibert, la réaction va être compliquée à se mettre en place. Pire encore, McIntyre triple la mise à la 25e et il va falloir attendre la demi-heure de jeu pour qu'une longue séquence entamée par les avant-girondins ne soit finalement conclue par Romain Buros. Et ils vont même avoir l'occasion de réduire le score avant la mi-temps suite à un carton jaune reçu par McIntyre. Mais la touche est mal négociée. Score sans appel à la mi-temps, 12-24. Et c'est ce moment que choisit Yannick Bru pour faire entrer la cavalerie, sûrement un peu plus tôt que ce qu'il avait prévu, avec Maxime Lucu, Louis Bielbiaré, Yoram Moefana et Marco Gazzotti. Rien que ça qui rentre au retour des vestiaires. Et ça va être payant, puisque Louis Bielbiaré combine bien avec Madoche Tamboué pour inscrire son essai et remettre l'UBB dans l'avancée. Et c'est ce même diable de Louis Bielbiaré qui va jouer vite une pénalité et trouver Cyril Cazot dans l'intervalle pour permettre à l'UBB de prendre les devants très tôt dans cette seconde mi-temps à la 45e, 26-24. Mais une superbe combinaison de l'USAP amorcée par Vellart et conclue par Petaya va vite doucher nos ambitions à la 50e. Mais c'est de nouveau Louis Bielbiaré qui va sonner la révolte bien lancée par Maxime Lucu en résistant à un double plaquage et un échange de pénalités plus tard. L'UBB
repasse devant à un quart d'heure de la fin du match. À la 70e, l'UBB pense faire le break avec Gaëtan Barlow, mais c'est finalement un essai refusé et Maxime Lucu donne un petit peu d'air à son équipe avec de nouveau 3 points. Et finalement, après 2 énormes frayeurs, l'UBB s'en sort finalement 37-32. Pas de bonus offensif et une prestation peu aboutie où l'on s'est fait peur. Mais cela reste une victoire. Et comme toutes les victoires, on va commencer par les points négatifs. Et avant de commencer les points négatifs, Yann, on va dire un petit mot sur Perpi. Ouais, ben Perpi qui est arrivé avec une belle équipe, hein, mine de rien, on savait pas trop ce qu'ils allaient amener pour nous affronter. Et c'est vrai qu'ils sont venus quand même avec des bonnes intentions parce qu'il y avait, ça ressemblera en tout cas. Il manquait quelques blessés, je pense à Yato, Tuilagi, je sais pas où il en est. Et puis après, tu as des blessés qui ne rejoueront plus, comme le troisième ligne écossais, Lionel Richie. Mais du coup, Je suis pas sûr que ce soit Lionel. non, mais c'est Richie. Ah, tu l'as pas son prénom? Non. Jamie. Et, et du coup, Après, il aurait pu faire un petit show à la mi-temps, Lionel, ça aurait pu être cool. Hein. bah oui, mais Ouais. bon, Mais non. avec son pote Gré. Et Dorian, non, t'imagines, le mec. Et du coup, ils sont venus avec de belles intentions et puis c'était un match plutôt agréable. Voilà. C'est vrai que notre première mi-temps, nous, a été vraiment pas cool. On va en reparler. De toute façon, c'était ce principal point négatif sont là-dessus, hein, dans cette première mi-temps qui était un peu problématique. Mais eux, pour le coup, ils avaient des bonnes intentions. Et ils ont marqué des jolis essais, hein. Le premier quand même est assez beau, ils nous percent plein l'axe et puis après ils arrivent à bien se relayer et à bien jouer. J'ai adoré le troisième in-centre, Oviedo, l'Argentin qui a été extrêmement performant. Je crois que c'est lui qui bat le plus de défenseurs. Il a 8 défenseurs battus sur ce match. Il a cassé énormément de plaquages. Il a été très pénible. Il a fait qu'avancer. Vraiment un joueur extrêmement intéressant. Qui joue à Perpignan. Donc voilà, une belle équipe. Malheureusement, enfin, après, c'est toujours pareil, comme les équipes comme Toulouse. Alors nous, pareil, parce que je pense qu'il y a quand même un aspect mental où on n'était pas forcément présent. C'est pareil, c'est compliqué ce genre de match. Parce que t'as pas envie de te blesser pour l'échéance qui va être importante et qui arrive dans 5 semaines et il faut quand même te préparer. Donc peut-être qu'ils ont après un peu lâché quand on a accéléré parce qu'ils avaient aussi quelques soucis défensifs comme nous, quoi. Moi, franchement, quand j'avais vu la compo qu'on avait annoncée et ce match juste avant la finale, c'est vrai que j'avais évoqué le fait qu'on allait avoir énormément d'essais parce que on avait deux équipes qui sont qui sont pas dans le mode il faut absolument que je gagne en fait. Ouais, c'est pas à la Euh, moitié. bah, ou Alors que alors nous, ça devrait. nous, il y avait cet objectif-là, mais tu vois, c'est vrai que nous, c'est plus l'échéance qui arrive que les objectifs, entre guillemets. C'est qu'en fait, nous, la finale qui arrive après, la bite l'a bien évoqué, hein, bah, forcément, t'as moins envie de t'y filer au ruck. Pareil, les plaquages offensifs, t'es moins présent. Parce que inconsciemment, et en fait, c'est tout à fait naturel, hem, tu peut-être moins envie de te blesser, quoi. Et c'est peut-être ce qui va expliquer les points négatifs qu'on va évoquer, parce qu'il y en a quand même pas mal, mine de rien. Ouais, il y en a quelques-uns. Mais c'est vrai que tu as ce côté, il faut absolument gagner, mais tu as cette finale. Et en plus, en face, sans manquer de respect à Perpignan, c'est le 13e qui vient à Ouais. Chaban. L'an dernier, ils avaient pris 66 grains. Et c'est vrai que tu peux potentiellement, quand tu es joueur, te dire, bon, bah, en fait, on va faire le taf. Et moi, si je peux éviter de me blesser, c'est cool. Mais c'est un peu, ça c'est un peu jeu contre nous. Moi, le Ouais. premier point négatif, c'est effectivement du coup le manque d'engagement. Premier essai, tu l'as dit, c'est un bel essai de Perpignan, mais tu te fais percer dans l'axe trop facilement. Pareil sur le deuxième essai, tu as un double plaquage Penaud-Retière où ça met à peine les mains et tu as l'impression qu'ils veulent pas forcément s'engager. Et d'ailleurs, ce manque d'engagement, on l'a surtout vu, je trouve,
dans cette première mi-temps. Et sans parler des joueurs qui sont rentrés après, il y a peut-être eu aussi un petit soufflon du staff pour rappeler aux joueurs, bah, les gars, là on est en train de se faire broyer à la mi-temps. Il y a quand même 12-24, donc on est passé quand même assez près de la correctionnelle. Il y a aussi, je trouve qu'on était aussi dominé dans les collisions et l'envie de côté USAP, c'est 17 plaquages dominants, donc ils nous ont quand même bien broyé. On était en retard sur les soutiens. On s'est fait gratter 9 ballons, 28 ballons perdus au total. Donc vraiment, il y avait un problème à la fois d'envie, de connexion. Enfin, tu sentais que on n'y allait pas à 120%, quoi. Et le truc, c'est que en plus, c'est pas que le fait des futurs, enfin, soit de l'absence de mecs, soit que des titulaires. Enfin, tu vois, il y avait parfois parce que quand tu écoutais le coach Losuk dire bon voilà, on a 23 joueurs et on n'arrive pas à jouer parfois sans, mais c'est pas forcément, tu vois, j'en voudrais pas à ça, j'en voudrais pas à Swinton, les Ouais. Mais mecs, d'ailleurs, on va plutôt en parler de ces joueurs-là dans les points positifs, hein. Et exactement. les deux joueurs que j'ai cités, moi, là, quand j'ai parlé un peu de air plaquage, bah, c'est Retier et Penaud. Retier et Penaud, ils font partie des 23, a priori. Exactement, et pareil dans l'animation, j'ai l'impression qu'on a oublié de la base, c'est-à-dire que et d'ailleurs c'est ce qu'on a retrouvé en deuxième mi-temps, qui est un peu plus de verticalité pour ensuite lancer le jeu. C'est qu'on essayait trop de faire des passes, on se gourait de sens. Mathieu, j'ai l'impression parfois il était perdu dans son animation, c'est-à-dire que tantôt il allait à gauche, à droite, parfois il se retrouvait tout seul isolé, il revenait intérieur, il essayait de faire un choix qui était pas le bon, et cetera. Enfin, là, tu sentais qu'on était un peu perdu et personne, il y a aucun mec, que ce soit devant ou derrière, qui a su ramener ça, notamment de reprendre l'axe, reprendre le sens du jeu, pour qu'ensuite on ait une animation qui soit plutôt bonne. J'ai l'impression que, vu que, enfin, comme quand tu as fait la présentation, contre Perpignan, qui est 13e, qui est pas forcément une équipe qui a défendu super bien jusque-là, on s'est dit on va faire un peu un match, un peu comme l'année dernière à Castres où c'était un match complètement incohérent. C'était pareil, c'était juste avant la finale de Champions Cup, donc contre Northampton. Et pareil, là par contre on avait joué tous les ballons. Jalibert, je me rappelle, il tentait des coups de pied par-dessus de ses 22. Alors là par contre tout était passé. Mais là tu vois, on a eu un peu moins de réussite et on n'a pas pu faire ce match fou qui fait que bah, voilà, finalement, dans le chaos, tu as quand même plus de maîtrise et effectivement, tu t'exposes moins parce que bah, tu défends moins et tu prends des essais, mais tu arrives toujours à en marquer plus. Là, le truc, c'est que là, avec la première mi-temps de Perpignan, et ben ouais, comme tu le dis, tu es à 24-12 et finalement, tu te dis merde, quoi. C'est-à-dire qu'en plus, je vais pas pouvoir faire sortir mes cadres. Parce que je pense qu'un mec comme Mathieu Jalibert, à mon avis, Yannick Bru ne voulait pas forcément l'amener dans la zone critique au-delà de la 60e. Et puis comme tu dis, tu as fait rentrer ton banc à la mi-temps, quoi. Donc ça, ouais, c'est des gros problèmes et effectivement, ça s'est traduit par cette première mi-temps qui était très, très, très compliquée, quoi. Ouais, et puis un joueur qui illustre bien ça, tu l'as mentionné plusieurs fois, je pense que c'est peut-être un des pires matchs de Mathieu Jalibert sur cette saison. Il y a peut-être le match au Stade Français Stade aussi. Français, Et en c'était pas fait, mal. il essaye alors sans dire qu'il sort la cape de super-héros, mais en fait il essaye un peu ce qu'il peut pour animer, mais du coup bah, ça fonctionne pas. Il y a en plus ce renvoi direct en première mi-temps que j'ai mentionné, un coup de pied direct en touche, deux coups de pied, un pour Tamboué en première mi-temps et un pour Louis. Alors celui de Louis il est vraiment à un poil de faire essai, mais finalement en fait c'est deux actions qui n'aboutissent pas et tu rends le ballon à Perpignan. Voilà, peut-être un peu trop soliste par moment. Il a un beau 50-22 quand même à mettre à son crédit. Mais voilà, ça a été très compliqué. C'est illustré aussi par ses stats au plaquage où je crois il manque 7 C'est la moitié plaquages. quasiment. Ouais, c'est quasiment la Ouais, moitié, ouais. donc vraiment, je pense, ouais, bah, c'est peut-être son pire match. Il a quand même essayé, à des moments, il a essayé à l'envie de montrer l'exemple. J'ai une situation en tête, je sais plus si c'est en première ou deuxième mi-temps, mais où en gros, il chasse le ballon et il tape un sprint sur la diagonale. Mais vraiment, ça a été compliqué. Le retour de Martin Pagerello aussi. Alors, il a vite éjecté, mais j'ai trouvé qu'il
il allait pas forcément dans le bon sens à chaque fois. Voilà, c'est un retour, donc forcément il faut reprendre des repères, il faut reprendre des automatismes. Mais j'ai trouvé que l'animation dans l'ensemble était assez poussive en fait. Et même quand on arrivait à lancer des choses, bah, derrière ça suivait pas. J'ai en tête aussi les fois où on arrive à mettre de la vitesse sur les ailes et en fait on se retrouve poussé en touche un peu bêtement. Voilà, j'ai trouvé que en termes d'animation, bah, on n'a pas réussi à mettre en place un jeu. C'est aussi sûrement à cause de la défense de Perpignan, mais voilà, on n'a pas réussi à faire ce qu'on fait d'habitude. Non, mais c'est sûr, collectivement, de toute façon, tu sentais qu'on était un peu moins là, quoi. Donc un peu moins là, un peu partout. Et le problème d'être un peu moins là, t'es un peu moins rapide au ruck, au plaquage t'es pareil, t'es un peu moins fort. Et donc dans l'animation c'est pareil, on n'a pas eu des ballons super clairs, on s'est trompé de sens. Et puis il y a aussi des fautes d'inattention. Les renvois à chaque fois qu'on a marqué, c'était dur quoi. Dur, c'est-à-dire que à un moment Wookie saute à côté, à un moment, je crois qu'après la dernière pénalité c'est pareil, on repère le ballon, enfin on refait tomber le ballon. Non, là, on est retrouvé dans les travers on a l'impression qu'on n'y était pas du tout motivé et donc du coup, on était à côté de tout. Nos Bloxo était à côté. Vraiment, ça a été compliqué. Ouais. Non, Et on- clairement, les renvois, je crois que t'en perds sur tes deux premiers essais en deuxième mi-temps, tu perds tes renvois. Non, enfin, sur les essais que tu prends en première mi-temps, tu perds tes renvois. Enfin, que tu mets, pardon, tu perds tes renvois, je vais y arriver. Pareil, on en perd un aussi en première mi-temps. Et tu vois, même après la pénalité de Lucu à la 73e, et ça, je vais y revenir juste après, bah, tu perds ton renvoi. C'est-à-dire que tu prends que 3 points, entre guillemets. Et derrière, en fait, bah, tu donnes le ballon à l'USAP dans tes propres 22. Donc ouais, finalement, ouais. le bilan, il peut vite être catastrophique. Et ça m'amène du coup à la stratégie. Pourquoi prendre les 3 points là? Encore la première pénalité pour passer de -2 à +1, je peux la comprendre, même si en fait t'es à un essai d'écart. Donc si tu vas en touche, potentiellement, bah, tu peux te mettre à un essai du bonus offensif à un peu moins d'un quart d'heure de la fin et du coup aller essayer de jouer le bonus. Là, tu choisis de prendre les 3 points. Je peux comprendre pour passer devant et ensuite aller chercher autre chose. Mais tu es à +2 et tu reprends une pénalité pour passer à +5, sachant que +5 finalement, bah, ça change pas grand-chose par rapport à un +2. Alors oui, tu te mets à l'abri d'un drop ou d'une pénalité. Euh, bon, on a vu que contre Montpellier, c'était bien d'avoir plus de 3 points d'avance. Mais j'ai pas bien compris pourquoi on se mettait dans ces situations-là et pourquoi on n'avait pas plus d'ambition. Sachant qu'on était quand même dans une dynamique où en l'air on était bien, on dominait quand même physiquement cette fin de match. Et en fait, tu te mets aussi dans une situation où tu marques 3 points et derrière, bah, on a vu que les renvois, on n'y était pas. Et du coup, bah, derrière, tu offres un ballon à l'USAP pour repasser devant directement. Donc ça, j'ai pas trop compris la stratégie de prendre sur ces deux pénalités-là la pénalité. Mais Non, mais pour moi, c'est une erreur, hein. Là, pour le coup, je suis d'accord avec toi, ça n'a aucun sens. Autant quand tu le fais en première mi-temps pour recoller au score ou rester euh, dans un match, que ce soit à l'extérieur ou quoi, enfin voilà, marquer le plus de points en début de match, ça s'entend. Après, dans ces moments clés où en fait tu vas pas aller au-delà d'une marque de +7, qui a un essai transformé, pour moi, c'est une erreur, ça sert à rien. Et comme tu l'as dit, en plus, on était dominant devant. En fait, c'est parfois, oui, effectivement, quand tu es à 30 mètres de l'embut et que tu peux pas partir en touche parce que t'as pas une touche du match, bon là, tu réfléchis, tu dis, bon les gars, de toute façon, on n'a pas une touche et on peut pas la jouer à la main parce qu'on a 30 mètres, on va pas prendre de mêlée, etc. Donc les points peuvent s'entendre à la limite. Mais là, en fait, tu étais ultra dominant et même sur les portées, hein, parce que je pense que ça arrive en plus. Oui, en plus, je suis con. Je demande si ça arrivait après l'essai de Barlow, mais c'est dans le même temps. Donc, voilà, tu es ultra dominant, tu as cette marque pour passer, enfin voilà, pour tuer le match définitivement. Il faut aller en touche. Je pense que là, c'est une erreur du capitaine Max, parce c'était que demandé par le banc aussi, hein. et par le banc. Je pense que pour moi, du coup, les deux sont fautifs. Et en plus, surtout que tu restes dans le camp. Donc, c'est-à-dire que tu prends beaucoup Oui, moins de risques.
Tu sais en plus que tu es dominant, donc potentiellement ils vont faire des fautes. Qui dit des fautes dans les zones à risque, ça peut faire des cartons jaunes. Enfin voilà, ça, ça va très très vite, quoi. Donc Et je comprends pas cette comme pour décision. Bayern, moi je trouve que c'est aussi un aveu de faiblesse. C'est que en fait, tu donnes des mauvais signaux à tes adversaires. Quand tu vas prendre la touche, tu montres que tu penses que tu es puissant et que tu as confiance en tes forces. Là, en prenant les 3 points, mais tu te dis, bah, on a peur quelque part de ne pas pouvoir concrétiser. Et on a peur de se faire voler le ballon. On a peur de notre adversaire. Et du coup, ça peut être interprété par ton adversaire comme un signe de faiblesse. Donc, je trouve qu'en fait, rien ne va dans cette décision. Et en plus, bah, du coup, tu vas pas chercher ce point de bonus offensif que tu pouvais encore aller chercher à la 65e. Donc, Ouais, ouais, non, mais oui. c'est vraiment dommage. Mais même comptablement, en fait, c'est vraiment comptablement parce que franchement, que tu sois à +2 ou +5, vraiment, je vois. Ça ça joue de moins en moins maintenant avec sur une pénalité ou quoi. Enfin, comme ça, effectivement, on perd Montpellier, mais Montpellier, on le perd pas là-dessus. Mais je sais pas. C'est vrai que pour le coup, je comprends pas tout à fait cette décision au vu de nos dominations, notamment en conquête, qui a été plutôt un élément positif, de ce match-là. Donc, ouais, pour moi, c'est une petite erreur, Mais heu, ça montre aussi la fébrilité un peu ambiante sur cette fin de match. Un peu comme contre Montpellier, tu vois, la fin de match, c'est assez lunaire aussi. Ce ballon que tu perds, que tu récupères, et qu'ensuite bah, tu cafouilles avec Swinton qui la rend à un adversaire. Et derrière, tu as aussi Poirot qui reprend un carton après la sirène. Ça, c'est quand même assez fort. Après Montpellier, où il prend son orange après la sirène, là, il reprend un carton jaune. Enfin, on a l'impression qu'on va réussir à perdre ce match. Heureusement, on a un bon retour de LBB qui, encore lui, hein, d'ailleurs, on va peut-être en reparler dans la prochaine section. Mais c'est fébrilité qui est. Enfin, on se chie dessus, quoi, clairement. Après ce qui s'est passé à Montpellier, tu as l'impression qu'il y avait les vieux démons qui ressurgissaient et que tout d'un coup, on perdait tous nos moyens. Et sur ces 20 dernières minutes où en fait, tu es censé être très fort, bah, mentalement, tu te mets dans un état où tu as des vieux PTSD d'il y a 3 matchs et en fait, tu perds les pédales à domicile et ça peut coûter très très cher. ouais, mais en plus, en fait, ce qui est bizarre, c'est que c'est même pas, tu vois, une panique où en fait, on va faire des choix qui vont faire que c'est Perpignan qui va nous mettre la pression. En fait, je sais pas comment dire, c'est que on joue vite une pénalité, on arrive à avancer de 60 mètres. Alors, tu sais pas pourquoi tu joues vite cette pénalité, mais bon, mais t'avances quand même. Et après, tu joues tous tes ballons, mais en fait, c'est toi qui as ta possession. Et j'ai l'impression que tu étais tellement frustré de ce match que tu avais envie de te récompenser d'un essai. En fait, j'ai même l'impression qu'ils pensaient même pas au score, en fait. Mais les essais qui ne serviraient À, strictement à à rien. rien. En fait, C'est c'est ju- là ou alors tu te dis juste pour le beau jeu, juste pour récompenser nos spectateurs, et tu te mets en danger pour parce que vraiment, comptablement, ça sert à rien un Parce que essai là. parce que tu vois, je vois pas vraiment une phase de panique où, je sais pas moi, on jette un peu comme, tu vois, le match, Pau, Clermont, là où il y a vraiment ce fin match, Pau a paniqué, tu vois? C'est-à-dire qu'il y a 2 ou 3 mauvais choix, entre, Maddox qui envoie directement, enfin on lui envoie la balle alors que le chrono est pas terminé, lui il tape en touche, c'est pas terminé, et après Robson aussi qui me fait une passe, de merde qui aurait pu lui coûter cher. Enfin voilà, là, je sens une réelle panique. Nous, t'avais l'impression que on était frustré d'un match et qu'on avait envie de marquer. Alors on joue vite cette pénalité. Ensuite, on joue à cette touche alors qu'on doit. Le match, il sert à rien à part à blesser des mecs. Cet essai ne sert strictement à rien. On n'est pas en concurrence avec Perpignan. Il n'y aura pas d'histoire de colavérage particulier. On s'en fiche quoi. Et c'était vraiment extrêmement bizarre quoi. Donc, tu vois, j'ai pas senti une panique avec c'est des mauvais choix, en fait. Mais des mauvais choix, je suis pas sûr que ce soit lié au stress. C'est vraiment, j'ai l'impression que les mecs ne pensaient alors, je sais pas si c'est pas plus grave, hein, parfois, mais j'ai l'impression qu'ils pensaient même pas au score, quoi. En se disant: «Bon, il faut qu'on marque là parce que, c'est hyper frustrant, quoi». Ouais, c'est là où tes leaders doivent, tu Dire vois, stop Un Max Lucu quand il a la balle à ce moment-là. au ruck, il doit t'arrêter et envoyer une grande quille, dans les tribunes et Bah dire: oui. «C'est bon, on arrête de jouer, quoi». Ouais. Bon voilà, c'est vrai que ouais, stratégiquement, il y a quand même pas mal de choses qui allaient pas. On a un peu paniqué et franchement, on s'est fait peur.
On s'est fait peur, on passe à côté de la correctionnelle, on prend quand même 4 points, même si c'est pas l'idéal. Ouais. On perd potentiellement Mathis Perchaud, alors nous on enregistre mardi midi. On aura plus de nouvelles courant de semaine pour voir la gravité de la blessure. On espère que c'est pas trop grave. Petit point négatif aussi, Gaëtan Barlow, va falloir qu'il réussisse à aplatir un jour. C'est au match de Bayern aussi où il aplatit et il fait un en avant. C'est Bayonne ou c'est Toulouse où il aplatit pas? Oubass. Il y a Toulouse aussi où il a. Et après, c'est Big Ben qui marque Ouais. sur un porté de mémoire. Mais effectivement, ouais, peut-être qu'il est fâché avec l'embut. Hein. Bah, À, peut-être, ouais. à la différence de Boniface qui est vraiment attiré par l'embut, lui, c'est peut-être qu'il est peut-être un peu fâché. En plus, il a vraiment pas de cul parce que c'est du micro-arbitrage, encore une fois. Oui, la main, tu vois la main droite, est-ce qu'elle est plus en contact, C'est etc. ça, ouais. Bon, tu vois pas si en avant, mais il Mais en part fait, tu de sens cet observable pour ouais, dire que il part du principe que la position de la main est telle que il y a un contrôle qui est quasiment impossible, etc. Mais bon, allez, c'est pareil, il faut tu fais à vitesse réelle, tu vois rien, quoi. ouais. Mais en plus, cet essai, il aurait pu quand même changer pas mal de choses pour la fin de match, à Ah ben savoir oui. aller chercher un point de bonus offensif. D'ailleurs, en parlant d'arbitrage, tu peux nous. McIntyre, il prend un carton jaune à la 40e. Je trouve que c'est pas forcément super bien expliqué à la télé. Je sais pas si tu peux nous dire un peu ce qui s'est passé. Ouais, effectivement. Et en plus, Trenini, pour le coup, n'a pas fait de geste. En fait, il a de suite envoyé le carton jaune à McIntyre et c'est vrai qu'il a pas trop expliqué la faute. Bah, elle est assez simple. Du coup, on est dans une action dynamique, donc on est proche des lignes d'en but. Et en fait, McIntyre plaque Mathieu Jalibert. Jamais il lâche le plaquage et surtout quand Mathieu est plaqué donc au sol, donc on est considéré au sol quand on a à minima un genou qui touche le sol et il arrache le ballon au sol. Et donc c'est pour ça que Mathieu râle parce que au sol on lui a arraché le ballon et c'est McIntyre qui fait ça et donc il prend ce carton jaune là-dessus. Et d'ailleurs après sur la touche on n'arrive pas à marquer parce qu'on fait une petite faute où nos soutiens passent devant le porteur. Ok, oui, effectivement. Et du coup, là, l'arbitre envoie tout le monde au vestiaire. Petit point négatif aussi, cette Ola à la 60e, alors que tu es à plus de. Ça c'est bon euh, ça. Ça c'est des Non, trucs même, qu'on même, aime. même enfin, le commentateur à la télé, tu dis. Même lui le signifie maintenant, genre en mode, mais qu'est-ce qu'ils font, quoi. Ah, non mais c'est vrai, c'est bon, bah c'est comme ça. Hein. De toute façon que je sais Mm. pas. Moi, Oui, bah, de toute façon, on peut rien y faire. Mais bon, grosso modo, enfin, pas mal de. Là, on a passé quand même plus de 20 minutes sur les points négatifs. Bon, faut aussi se dire que c'est quand même un match qui est très très particulier et que finalement, il y a quand même peu de choses à retenir, si ce n'est en fait, tu retiens juste le score final, Oui, les points que tu rapportes au classement et les blessés, quoi. c'est ça, parce que du coup, c'est ce genre de match ne vont pas te servir de base, de toute façon, pour construire tes prochains week-ends. Voilà. L'intention, l'équipe qu'on verra ce samedi n'aura strictement rien à voir. Mais après, c'est vrai qu'il faut qu'on y pense quand même notamment pour le futur et l'année prochaine. Euh, voilà, il faut qu'on le sache. Il faut que notre première partie de saison, donc jusqu'à la fin de la phase de poule de Champions Cup, avant d'attaquer les doublons, soit XXL. Pour qu'on ait cette possibilité de laisser des points en route lors de ces matchs couperés où on sait que c'est compliqué de mobiliser les mecs tout en les faisant jouer parce qu'il faut qu'ils aient tant de minutes dans les pattes pour après n'être pas trop cramés. On voit que par exemple Poirot là qui a eu quelques semaines de repos, t'as senti qu'il a tiré la langue et que c'est très bien qu'il ait poussé assez longtemps pour voilà, pour qu'il soit en forme et pouvoir être titu semaine pro, enfin cette semaine-là, tu sentais qu'il avait besoin de ces minutes jouées. Donc voilà, t'as ce passage entre oui, tu vas faire de jouer des mecs qui forcément pensent au week-end d'après, et il faut quand même les faire jouer et tu peux pas les mettre au repos parce que sinon ils vont manquer de cannes. Mais tu vois, voilà, donc c'est assez compliqué. Et donc ça, la solution, eh ben, c'est avant de se sécuriser tout ça, quoi. Et donc pas perdre autant de points de ce qu'on a eu en début de saison. Ouais, c'était un peu moins le cas. La saison passée, on avait un poil plus de marge, même si Toulon nous embêtait. Mais c'est vrai qu'en fait, j'ai l'impression que cette saison, en fait, Montauban, en fait, l'an dernier, il y a des équipes sans les perdre des points contre Vannes. Ce qui fait qu'en fait, nous, vu qu'on n'avait pas perdu de points contre Vannes, on avait peut-être un peu plus ce matelas-là. Là où cette saison, en fait,
le nombre de points qu'il faut pour être dans le top 4 est plus élevé parce qu'en fait, toutes les équipes vont prendre, ou quasiment, à part Montpellier d'ailleurs, ce qui est un peu une aberration, vont prendre 10 points contre Montauban. Et du coup, en fait, le nombre de points qu'il te faut pour être dans le top 4 est plus élevé. Mais voilà, on va quand même passer au point positif parce qu'il y a eu un peu de positif quand même dans cette victoire poussive. Et Yann, pour commencer les points positifs, je te laisse parler de la conquête. Ouais, encore une fois, je trouve qu'on a été. C'est encore un secteur où on a encore été solide et ça nous a permis de finalement construire un peu notre deuxième mi-temps. Je trouve qu'elle était quand même beaucoup plus performante cette deuxième mi-temps et donc en touche on fait un 18 sur 19 donc ce qui est quand même plutôt bien. Eux on arrive à leur voler deux touches. En mêlée pareil, ils sont Perpignan et deux fois sanctionnés sur leur introduction. Donc voilà, heureusement qu'on a un peu cette conquête qui a pas mal répondu présent et donc j'ai trouvé Perchaud qui est très bien dans son entrée. Poirot revenait un peu plus doucement, mais lui, c'est vraiment il faut qu'il reprenne du rythme. J'ai bien aimé aussi les entrants. Je trouve que Falatea enchaîne bien, tu vois. Ça fait plaisir de le revoir à ce niveau. Il fait des entrées très impactantes, il porte plusieurs fois le ballon. Il arrive à amener de la percussion, même s'il avance pas de 15-20 mètres, mais mine de rien, il te remet un peu dans l'avancée. Donc, très bien. Et puis toujours Woki qui fait quand même pas mal de moissons. Je pense que de toute façon, on va en parler lors de la preview, mais ça va être une des clés du match, ça, contre le Leicester, d'avoir ce contre en touche. Donc c'est bien qu'on soit encore hyper performant dans ce secteur-là, quoi. Ouais, mais du coup, quand tu es performant, tu peux aller jouer tes pénales touches. Mais, Exactement. Ouais, c'est ça qui est incompréhensible, hein. Parce que parce que là, pour le coup, même en touche offensive, ce qui peut être parfois un problème pour nous, on était parfait, à part quand tu dis cet écran là sur la c'est sous. touche, sur le ballon de portée. Et dis-toi qu'il ne sautait même plus en fait à la fin. C'est-à-dire qu'en plus, tu avais même plus le truc de dire ah merde, on va peut-être pas faire un lancer droit. C'est qu'en fait, à la fin, comme ils avaient pris une ou deux, trois portées où ils avaient vraiment bien reculé, les mecs se mettaient bloc bas, en bas, et ils attendaient pour qu'ensuite nous contre à la poussée. Mais donc là, tu avais de quoi, tu vois, décaler l'impact, faire une passe de plus avec du Uram, du Gazzo. Enfin voilà, franchement, c'est un choix. Pour moi, c'est un choix incompréhensible. Comme On va toi. pas revenir dessus, on a déjà passé 5 minutes dessus. Côté individualité, en commençant par les titulaires, moi j'ai bien aimé le match et je suis assez content de Romain Buros. Je trouve Ouais. qu'il revient bien. Ça y est, il trouve enfin son rythme. C'est pas encore parfait, mais franchement, il rassure derrière. Il a des cannes. Il est très disponible. Il a touché beaucoup, beaucoup de ballons. Il marque son essai. Bon, ça, à la rigueur, il est bien positionné et sa course est bonne. Son jeu au pied entraîne un en avant repris devant à la 65e qui permet de prendre 3 points du coup. Mais du coup, je l'ai trouvé très propre, très content de son match. Vraiment, en tant que deuxième 10 comme ça, il s'est bien proposé et j'ai trouvé que il m'a plutôt rassuré. Et je pense que ça va être un peu un casse-tête pour Yannick Bru et son staff pour samedi, mais très content qu'il revienne à ce niveau-là. Il a mis 2-3 matchs à revenir et là, je trouve qu'il est bien là. De toute façon, autant en Champions Cup, je pense que ne pas avoir un Romain Buros en forme euh, n'est pas indispensable, mine de rien, parce que je pense que quand même c'est beaucoup plus porté par par le jeu et donc un mec comme Ariassi peut s'en sortir plus facilement et donc c'est pour ça d'ailleurs qu'il a été aussi performant. Bah, il a été bon, hein, mais il est plus performant en Champions Cup qu'en top 14. Par contre, en top 14, c'est vrai qu'avec c'est beaucoup plus tactique et donc on aura des matchs tactiques dès le Clermont déjà. Ça va être un match assez pénible, je pense, à suivre. Donc et en barrage, ce sera pareil et jusqu'à la finale. Donc et là, je pense que Buros sera indispensable. Donc à voir comment on va faire effectivement le staff. Est-ce qu'ils vont l'intégrer dans le 23 dès ce week-end ou est-ce que ils l'intégreront petit à petit et je pense directement dans le 15 titu pour la fin de saison en top 14. Mais voilà, autant en Champions Cup, je pense que c'est pas indispensable, mais en top 14, il le sera et c'est vrai qu'il a été très bon. Enfin, il a été rassurant comme on l'aime qu'il soit rassurant et qui
et qui arrive dans ce rôle de deuxième 10 avec Mathieu qui est toujours où il est toujours très très fort là-dessus. Louis arrive de mieux en mieux à le faire d'ailleurs. C'est bien, il progresse là-dessus aussi. Et Ouais. mais ouais, c'est bien de le revoir et de toute façon lui c'est un joueur diesel donc il lui faut quelques matchs dans les pattes et après on se rend compte qu'il est indispensable. Autre joueur, autre titulaire que j'ai bien aimé, moi, c'est. Alors, je sais qu'il y en a pas mal qui gardent en tête un peu ces deux actions où il finit en touche et sa course n'est pas nécessairement ultra bonne. Ah oui, j'ai pas compris. Mais j'ai bien aimé le match de Maloche Tamboué. Franchement, il apporte beaucoup d'incertitudes. Il a avancé beaucoup. Il permet l'essai, le premier essai de Louis Bielbiarré, parce que Ouais. mine de rien, il fait un gros, gros boulot. Très bon dans les airs. 76e, il te reprend une chandelle magnifique. Vraiment, je l'ai trouvé très disponible en Cannes. Je l'ai trouvé très bien. Alors, ses courses sont pas parfaites parce qu'effectivement, deux fois, bah, en fait, il finit en touche, ou il y en a une où il balance un ballon en arrière. Enfin, il manque un peu cet instinct pour avoir la bonne course, mais dans sa 1 contre 1 et dans sa disponibilité, dans l'énergie qu'il a mis sur ce match, je l'ai trouvé super intéressant et c'est un des joueurs qu'on a le plus vu avec Romain Buros par exemple et qui a quand même pas mal avancé sur ce match. Ouais, ouais, attends, il a 6 défenseurs battus. Je crois que c'est le plus haut total. Enfin, chez nous, c'est le plus haut, c'est sûr. Et du match, c'est doit être le deuxième, parce que le premier, c'est Oviedo, numéro 8. Non, 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 et après, il y a un franchissement. Il fait marquer, enfin, l'essai de Louis, c'est lui qui fait tout. Hein. Après, il arrive bien à chercher Louis qui arrive bien main, mais non, non, il a été très bon. J'ai pas noté de grosses erreurs défensives, parce qu'il parfois il a des problèmes sur les placements. Après, c'est ça, c'est qu'en fait, il faut qu'il arrive à. Après, c'est pas évident. Parfois, il manque un peu de cuir rugby pour s'adapter en fait à Damien Penaud qui a un 13 qui a des courses assez chaotiques en fait. Tantôt il va te rentrer à l'intérieur, tantôt il va te manger tout ton espace. Et donc en fait, c'est des appels de croisée, mais il faut le sentir assez tardivement. Donc plusieurs fois, je pense que vu que Penaud n'arrivait pas à redresser sa course, il aurait dû aller le chercher en fait pour lui proposer une croisée. Après, il y a le deuxième, je crois que c'est en première mi-temps où il part en touche sur le côté gauche. Là, je pense que c'est Romain qui donne trop tôt. À mon avis, Romain doit plus redresser sa course pour resserrer un peu le dernier défenseur. Mais voilà, lui, il faut qu'il arrive à travailler un peu et à s'adapter à cette course qui sont assez compliquées quand même à lire. Hein. C'est pas Nico Desporter où c'est parfois c'est plus simple. C'est voilà, c'est plus physique. Lui, parfois, c'est vrai qu'il Penaud, il me fait des mini travers. Alors, il fait pas autant de travers qu'à l'aile. Parce qu'il peut pas, mais par contre au centre il a tendance à un peu déborder, à croire que c'est son couloir qui faisait 15 mètres quand il était à l'aile, là il fait 50 mètres quoi. Donc, donc du coup il s'emballe un peu, tu vois. Mais, mais bon, il fait quand même un très bon match. J'ai pas compris, ouais, c'est vrai qu'il y a eu quelques petites remarques sur son match, mais moi je trouvais que c'était un des meilleurs derrière pour le coup. Alors après, il y a eu le banc qui a fait énormément de bien, mais parmi les titulaires, je trouve qu'il a été extrêmement performant. C'est comme devant, j'ai beaucoup aimé Lacan Swinton qui nous fait vraiment beaucoup beaucoup de bien. Hein. Parce que là, on avait Coleman qui avait visiblement une gêne à la cuisse et donc ils ont pris zéro risque. Et donc lui, il rentre directement, il est passé de 6 à 4. Donc parfois, il lâche des plaquages, enfin des plaquages. Il en a lâché un qui était évident. Mais après, ouais, il fait un gros travail. Hein. Gros travail Et défensif. il revient au bon moment, hein, parce que c'est vrai que là, on aurait été quand même très très court. Sa polyvalence aussi est pas Ouais, mal. ouais. Et donc en plus, Euh, tu vois, par exemple, le match de Toulon où on pense que tout ce qu'on va le bazarder, bah, finalement, tu vas pouvoir avoir des mecs qui ont peu joué ou qui sont blessés récemment et qui reviennent, qui vont pouvoir vraiment nous faire du bien. Hein. Jacobs qui est encore là, Swinton, Caso qui a pas beaucoup de matchs dans les pattes, Buros. Tu commences à avoir une équipe qui va être sympa, quoi. Qui va être très sympa. et je crois que c'est dans l'équipe où bah, Swinton dit qu'il n'a pas encore pris enfin de décision pour son avenir. Visiblement, il y a eu un 1+1 proposé au club. D'accord. Il y a quand même un monde où Swinton, bah, pour sa polyvalence, pour ce qu'il peut apporter et ce qu'on voit là, ça peut être considéré par le staff. D'autant plus si
un certain Jean-Luc Duprez ne revient pas, ça peut libérer le cap space pour aller chercher un Swinton et le renouveler. Franchement, ça peut être potentiellement la belle histoire. À voir ce qui va être pris comme décision dans les prochaines semaines. Mais en tout cas, Ouais. lui disait dans l'équipe que il attendait de vraiment revenir avant de se dire. Il dit il y a une part de moi qui veut rester, une part de moi qui veut rentrer au pays. On rappelle qu'il est australien. Donc à voir ce qui sera fait. Mais quand tu regardes un peu, là je regarde un peu l'effectif pour la saison prochaine, c'est vrai que si t'as pas de Duprez, ça Ah peut non, mais de être toute façon, assez il faut. court en troisième ligne. Et sur ce même profil un peu 4-6, ça peut être intéressant. Et avoir un mec aussi polyvalent sur une saison entière, c'est quand même super important. Un peu comme ce que peut faire un Tian Jacobs, en fait, dans un profil un peu similaire. Ouais, ouais. Pourquoi pas, hein. Bah après, ça. Si jamais on arrive à se débarrasser, libérer ce salaire que prendra Jean-Luc Duprez, si jamais il peut pas revenir. On souhaite de tout cœur que Jean-Luc Duprez puisse jouer à l'UBB la saison prochaine et jouer de façon régulière. Ouais, j'espère Mais parce que bon, malheureusement, si c'est une fin de carrière pour lui, ou en tout cas qu'il a besoin de plus de temps ou de rentrer au pays, peut-être qu'en fait la bonne option, ce serait de renouveler Lachlan Swinton. du coup, là, c'est vrai que tu te dis, putain, dommage d'avoir laissé partir Bastien, quoi. Mais bon. Bon, après, on va voir, hein, parce que bon, ça. Après, Bastien part pour faire venir Willis. Ouais, mais si t'as Duc Presque qui part, Bastien pourrait rester, quoi. Mais les timings, tu sais, c'est une histoire de timing, hein. C'est Ah oui, c'est comme sûr, ouais. Moustin qui part et Rébier qui arrive. Enfin, finalement, c'est. Oui, Effectivement, non, mais, ça se passe au même moment, mais les timings sont pas les mêmes du non, mais tout c'est sûr, et mais tu te c'est dis, pas forcément lié, quoi. tu te dis dommage, quoi. Tu te dis dommage, mais il faut pas vivre avec des regrets, Yann. Mais c'est bon, ça. Non, non, mais non, on va quand même espérer. On a eu des blessures super graves où finalement le joueur est bien revenu. Donc on va espérer que il soit épargné au niveau de la tête, hein, parce que c'est extrêmement important et même pour lui pour la suite de sa carrière, hein, parce que il est pas si vieux que ça, hein, il a 29 ans je crois encore ou 30 ans. Il a Donc 29, ouais. ouais, donc tu vois, ce serait quand même très très tôt pour une fin de carrière. Donc on va espérer qu'il puisse se relever, mais effectivement c'est possible une solution ou un recrutement externe, je sais pas. Comment on sera au niveau des gifs ou quoi. Donc, ouais, effectivement, on verra qui lancera. Ouais, ce sera de toute façon, je pense, pas tout de suite, même si j'imagine qu'au club, on commence à avoir les options A, B, C qui commencent à se mettre gentiment en C'est place, sûr. parce Bah, que si Duprez ne peut pas jouer la saison prochaine, mais en plus, c'est ça, c'est qu'après, en fait, ça va être rapide. Hein. C'est que je pense qu'après, donc il y a ces symptômes, etc. Et après, c'est un comité d'experts qui se réunit et en fait, c'est eux qui vont délivrer ou non la licence, hein, tout simplement. Et ça se trouve, ils vont lui dire, vous êtes plus apte à jouer en France. Alors après, ça veut pas dire qu'il puisse pas jouer à l'étranger. On a vu Vakatawa qui peut même potentiellement faire des matchs internationaux contre la France, en France, mais il pourrait pas jouer pour un club français. Du coup, parce que les problèmes qu'on a identifiés sur lui n'étaient pas compatibles avec le rugby en France. On a eu Tolofoa qui avait eu ça aussi, qui était parti en Angleterre avant de revenir. Il y a certains joueurs comme ça. Je sais qu'il y avait un Sud-Africain qui maintenant joue aux Bulls qui avait ce même problème. Lui, pareil, il avait avec des multiples KO et donc il a dû avoir une expertise particulière. Enfin, voilà, donc c'est assez compliqué. On espère que ça va vite se décanter, qu'il aura plus de symptômes chez lui et qu'il va pouvoir reprendre avec une vraie pré-saison. Parce que l'avantage, c'est que là, au moins, il sera pas appelé en Afrique du Sud, parce que c'est là-bas où il s'est fait tout ça, quoi. 2 KO en moins de 3 mois, plus un genou pété, ça fait beaucoup quand même. ouais, ça fait un petit peu, ouais. Donc, Ouais, mais enfin, tout ça pour revenir sur Swinton, parce que du coup, on a un peu digressé sur ouais, Jean-Luc Duprez, même si du coup, leurs avenirs sont potentiellement un peu liés. c'est possible, ouais. En tout cas, c'est un bon Ouais, ouais, match très bien. et c'est cool de l'avoir Pour cette fin de revenu saison, parmi nous. Ouais, ouais. clairement, et que lui puisse un peu jouer avec le bébé, parce que c'est sur un contrat de 2 ans, quand tu passes plus d'un an à la case infirmerie, t'as un peu l'impression de passer à côté de ton aventure et Alors, on avait évoqué avant son arrivée, on avait évoqué qu'il était un peu fragile, mais pas à ce point-là quand même. bah, bah, mais bon, là, là, on imagine que c'est bien remis. Ah, mais oui, oui. Connor ça aussi, j'ai bien aimé son match.
Non, mais oui, Franchement, ça fait plaisir de le voir un petit peu parce que avec bah du coup, enfin avec quand même la concurrence qu'il a avec Maxime Lamotte et Gaëtan Barlow, moi j'espérais le voir à Bayonne, d'autant plus que Maxime Lamotte venait ouais. d'être papa. Bon, là Maxime Lamotte du coup a eu un petit peu son congé paternité là sur ce match. Euh, il a fait un bon match disponible, pas d'erreur, c'est ça qu'on peut lui reprocher un petit peu de temps en temps, c'est bah, les lancers en touche. Là, il n'y a pas eu de soucis là-dessus. Non. Bah, du coup, dans le jeu, c'est toujours aussi dynamique, toujours aussi volontaire, donc c'était très bien. Mais c'est là où, tu vois, j'étais pas trop d'accord avec ce qu'avait dit Lossuc sur tu vois, sur l'implication des mecs et tout, parce que globalement, en fait, ceux qu'on met un peu en avant, qui ont fait des matchs, ben, c'est probablement ceux qui seront pas titulaires ce week-end-là, quoi. Donc, alors effectivement, le banc, et forcément, on va évoquer, je pense, deux joueurs qui ont été monstrueux, et même Moefana qui a apporté quelque chose qui ont un peu changé le match. Mais Madosh fait son match, Swinton bien, Connor aussi, Falatea aussi quand il fait sa rentrée. J'ai bien aimé encore une fois Buros. Enfin voilà, tu vois, ces joueurs qui seront pas forcément les titulaires, et ben eux ils ont été présents. Il y a Dro qui a été un peu en difficulté. C'est vrai qu'on l'a pas mis. Bon, on va pas le mettre dans les points négatifs, mais plus Ouais. ça va, plus je pense que c'est un 13. Je trouve il manque de, et c'est ce qu'a apporté Yoram, et je vais l'évoquer après avec le banc, c'est il manque en fait cette verticalité qui va te faire avancer le tout droit, quoi, le fameux tout droit qui va permettre de resserrer un poste de défense. Je pense qu'il est encore un peu trop dans l'évitement, et donc plus comme un 13, même si il prend de la masse. Et Attends, c'est ce que j'allais dire, attends qu'il mange à la cantine, à la même cantine que De Porter, Mathieu et consorts pendant 1 ou 2 effectivement, ans. c'est pour ça que pour l'instant, je privilégierais de le mettre en 13. Mais le Euh, problème, c'est que t'as pas de 12. ouais, alors voilà. Tu vois, je pense que sur ce type de match, même si on l'a encore jamais vu à ce niveau-là, Georgie aurait eu plus de répondants. Ouais, mais Georgie, on le verra pas, hein. Mais je pense qu'on le verra pas. Faut que tu t'enlèves cette idée de la tête. Mais voilà, je te dis mon avis. Du coup, que dans ce type de match, avec un Jalibert 10 et un Penaud 13, il aurait été plus pertinent de voir ce type de 12. C'est-à-dire un 12 avec un bandeau sur la tête, quoi. Voilà. Ouais, mais ouais, non, non, mais je comprends. Enfin, c'est vrai que Et là, on donc, en manquait fait, peut-être un peu de puissance au centre du le terrain. problème, c'est que tu le mets en. Je pensais qu'il allait être bien accompagné parce qu'on allait jouer beaucoup et qu'on allait maîtriser un peu notre jeu. Mais en fait, on a tellement trop subi que, en fait, on n'arrivait pas à inverser cette pression. Et donc, du coup, là, il s'est complètement fait absorber comme ça, quoi. Sinon, tu Et mets un petit Rush en 10 et Jalibert en 12. oh putain, c'est bon ça. La bam tout droit. Soit il va tout droit, ou soit il fait un chip, et puis voilà. C'est Mais la bon. stratégie. Donc du coup, ils ont été un peu en difficulté. Et là, c'est vrai que quand on a fait rentrer le banc, on a ramené des mecs qui reprenaient l'axe. Donc Yoram, plusieurs fois, en fait, il va me rechercher la zone du 10 pour refaire avancer tout le monde. Gazzotti, pareil, il nous a fait systématiquement avancer au milieu de terrain avec ses prises de balles quand on faisait des touches raccourcies. Et là, on a retrouvé cette verticalité, on a retrouvé ce sens du jeu. Et après, forcément, euh, à Bayonne, on avait Lucu titulaire, il manquait Jalibert. Quand il est rentré, l'animation était parfaite. Là, on avait Jalibert titulaire avec Martin, Max rentre, et là, on avait quand même une animation qui était beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fluide. Et puis, euh, et puis après, il y a eu Louis qui a pris les choses un peu en main, quoi, comme un bon facteur X. Donc, il a dézonné de partout. Il a accéléré quand il fallait. C'est lui qui joue vite cette pénalité et qui fixe parfaitement pour aller voir, pour délivrer une passe à Caso. Il fait ce retour. Alors là, c'est vrai que défensivement, on en parle chaque semaine, mais ce retour, encore une fois, défensif qui nous sauve un peu, quoi, parce que là, je pense qu'on peut dire ciao le top 6 et bienvenue le top 8. Donc ouais, vraiment encore un très beau match de Louis qui m'a l'air très bien physiquement, donc c'est de bon augure pour la finale. De toute façon, Louis, quand il sort du banc, c'est juste exceptionnel à chaque fois. Louis Ouais, sur une défense fatiguée, c'est juste incroyable. Effectivement, il marque son doublé. Il est à 2 doigts quand même d'avoir aussi cet essai sur le petit ballon de ouais, Jalibert. c'est pas loin, hein. C'est vraiment pas loin. Et pour le coup, tu peux aussi l'accorder, c'est pas déconnant.
même si bon, on comprend pourquoi il est refusé. Et pour revenir un petit peu sur ce que tu disais un peu tout à l'heure sur le fait qu'il vient au cœur du jeu, qu'il peut se proposer un deuxième neuf, etc. Bah, l'illustration, c'est un petit peu cette pénalité jouée vite où en gros, il attend pas de la donner à son leader ou à son demi de mêlée Maxime Lucu. Il prend les initiatives, il voit la défense qui est pas replacée et du coup, il la joue vite pour décaler Caso qui est dans l'intervalle. Donc ça, c'est très bien. Et ça illustre un peu ce qu'on dit depuis 2-3 matchs sur Louis, c'est que ce soit offensivement ou même défensivement, il vient plus dans le cœur du jeu, vient plus mettre la tête dans les rucks, il vient plus plaquer. Et pour le coup, ça c'est super intéressant parce que quand il est bien cadenassé, que les défenses montent bien sur les ailes, il arrive à se proposer et à être utile autrement. Et je trouve que ça c'est quelque chose qu'on avait moins qu'on n'est pas encore dans son jeu. Et là, on l'avait vu défensivement. Là, on commence à le voir aussi offensivement. Et c'est vraiment tout positif pour la suite. Ouais, carrément. Et de toute façon, des zones comme ça, c'est surtout lui, parce que c'est un joueur qui attire les défenses. On voit qu'il y a des organisations qui sont faites pour contrer lui avec quasiment on fout un libéraux pour éviter qu'il tape au pied. Et après, en fait, là, quand il arrive au cœur du jeu, et ben forcément les mecs se resserrent, quoi. Et donc, si lui il fait resserrer les défense, c'est-à-dire qu'en fait il y a des joueurs qui sont libres et des joueurs en plus qui ont des pattes. Donc c'est vraiment intéressant qu'il fasse ça de plus en plus. C'est ce que fait très bien Damien Penaud. Et donc lui il commence à le faire. Enfin il fait sur des systèmes, mais là il le fait naturellement. Donc c'est même une très 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 bonne nouvelle. De toute façon, c'est un joueur, je sais pas où il va s'arrêter, hein. Parce que pour le coup, il a que 22 ans, il est tellement complet, je sais pas où il va s'arrêter en termes de niveau. Sky is the limit, comme on dit. Euh, Est-ce qu'on a fait le tour sur les points positifs? On a parlé de Gazzotti. Ouais, bah qui quand il est rentré avec ce fameux banc où il nous a mis tout le temps à avancer, hein, donc vraiment encore un super match. De toute façon, c'est lui qui va démarrer contre Leicester, hein. C'est très très probable, en tout cas c'était le cas contre Bath et contre Toulouse. Voici pour les points positifs, je pense qu'on a fait le tour, on est quasiment à 1 heure d'émission, donc on va pouvoir passer au point classement. Et alors au point classement, bon, c'est pas l'affaire du siècle. On va vous donner un peu le top 8, parce que c'est ce qui nous intéresse. Toulouse est premier avec 82 points, top 2 assuré quasiment, top 1 aussi quasiment assuré. Et derrière sa bataille, il y a en gros 3 équipes qui vont se disputer la deuxième place. Principalement Montpellier qui est à 74 points, Pau à 73, le Stade Français Paris aussi à 73. Donc ces 3-là, on peut se dire que ça va batailler. En tout cas, il semble assuré pour les 4 premières places. Ça, c'est assez évident. Et derrière, pour les 2 places qui nous intéressent, à savoir la 5e et 6e place pour les barrages à l'extérieur, il y a 4 équipes. L'UBB en ballottage, en tout cas comptable, favorable à 68 points. Clermont 67, le Racing 65 et du coup 5 points derrière l'UBB, on a La Rochelle. Sachant que pour les matchs à venir, l'UBB se déplace en lendemain de finale, on espère en lendemain de cuite, à Toulon, et ensuite reçoit l'ASM Clermont en dernière journée. Il reste 2 journées pour tout le monde. Clermont, eux, reçoivent le Racing et se déplacent à l'UBB. La Rochelle, eux, très bon, plutôt un bon calendrier. Ils se déplacent à Montauban et ils reçoivent le Stade Français Paris en dernière journée. Et le Racing, eux, se déplacent, c'est un peu hardcore, ils se déplacent à Clermont et ils reçoivent Toulouse. Ce qui nous fait que potentiellement, il va y avoir des égalités à la fin. Enfin, on peut imaginer en gros que nous, on ne prendrait pas tellement de points à Toulon, même si Toulon a sa saison un peu finie, que c'est un peu compliqué depuis quelques semaines maintenant. On espère gagner. De toute façon, il faudra gagner contre Clermont, qui est un concurrent direct. Clermont, eux, qui reçoivent le Racing, on peut imaginer qu'ils vont gagner contre le Racing et potentiellement perdre avec ou pas le bonus contre nous. La Rochelle, eux, ils peuvent prendre 5 points à Montauban et gagner à domicile contre le Stade Français.
Et à part si le Stade français est encore en ballottage pour une deuxième place directe, ça pourrait être aussi un facteur qui joue en notre faveur. Et le Racing, eux, vont à Clermont, donc on peut s'imaginer qu'ils vont y perdre. Et ensuite, ils reçoivent Toulouse. Toulouse qui potentiellement n'aura plus rien à jouer, mais vu le match qu'ils ont fait ce week-end, ils ont besoin de se rassurer, de prendre de la confiance. Donc à voir. Ça peut être ça, un match un peu bascule pour nous, pour nous assurer une place dans le top 6. Donc ça va être très, très serré sur ces deux derniers matchs de top 14. Peut-être qu'on refera encore un point la semaine prochaine sur ces matchs qui arrivent. Mais voilà à peu près le bilan. Pour l'instant, on est devant. Ça va aussi dépendre de ce fameux match de samedi, si on gagne ou si on perd. Euh, Si on perd, de toute façon, on peut s'imaginer qu'on aura un peu moins de rotation que si on gagne. Parce que voilà, s'il y a des festivités toute la semaine pour fêter un titre, c'est pas la même chose que si les mecs sont abattus et ont le couteau entre les dents pour aller chercher quelque chose en top 14. On espère aussi que les festivités dureraient moins longtemps cette année, s'il y en a. Voilà pour le point classement. Je sais pas si tu as des choses à rajouter, Yann. Non, mais après, on a notre destin quand même en main. Donc, que ce soit sur la dernière journée face à Clermont ou probablement avec l'équipe type. Et même à Toulon, on peut, voilà, on a une équipe qui joue plus rien, donc même si qui va vouloir bien finir contre chez elle la Mayol, mais tu vois, ça peut partir aussi dans un match un peu à la con, quoi. Donc là, c'est là où nos joueurs qui n'ont pas pu jouer la finale ou ceux qui étaient remplaçants, qui pourront peut-être faire quelque chose. Donc moi, j'y crois à Toulon d'aller récupérer un point à Ou, minima. ou 4. Ou Si 5. on gagne 4, c'est bien. Je pense qu'on pourrait commencer à viser encore la quatrième place, peut-être. Quatrième place, sachant qu'elle est déjà à 5 points, ça va être compliqué. Peut-être très compliqué la quatrième place. Mais au moins se faire peur contre Clermont. Bon, à voir. De toute façon, on en reparle la semaine prochaine, mais effectivement, en fonction du coup du résultat de samedi, on pourra y voir plus clair sur les rotations. Voilà pour le point classement. Je vous propose qu'on passe aux actus du club. Et la première actu du club, c'est tombé ce week-end. C'est en fait le club d'Oyonnax qui l'a annoncé pendant la présentation des équipes. C'est Vianney qui nous l'a transmis sur Instagram. Donc merci beaucoup Vianney. Euh, Enzo Rebier reste à Oyonnax, son club formateur pour 2 saisons. Alors on imagine que ça libère un poil de cap space dans la masse salariale, pas énormément, mais toujours ça de prix. Voilà, il avait fait une saison, du coup, 24-25 la saison passée. Bilan, du coup, plus que mitigé, il a jamais vraiment réussi il a jamais réussi à s'imposer à Bordeaux. Il a mis un doublé contre Perpignan. Il a cette fameuse action contre Toulouse où il se fait récupérer par Ntamak. Voilà, il a pas réussi à percer, donc il va continuer avec Oyonnax la saison prochaine vraisemblablement en Pro D2, à part si Oyonnax fait un super parcours là. Ils sont en barrage contre je sais plus qui. Oyonnax, c'est. Oyonnax. Je regarde rapido. Ouais, parce que j'ai aucune idée. Donc, Et c'est Valence Roman. Ouais, c'est peut-être pour ça aussi que je me rappelais plus. Lucas, face à Lucas Méret, donc le 10 de Valence Roman, qui est un ancien du CABBG et aussi de l'UBB. Il a joué quelques matchs. Et l'autre match de barrage, ça doit être Brive Ex, Aix-en-Provence. exactement. Voilà, à suivre jeudi soir et je sais plus quand. Mais voilà, du coup, Enzo Rebier, un petit mot sur son passage ou... Bah, de toute façon, ça a été très compliqué. Enfin, très compliqué. Je trouve que voilà, il a un peu, on lui a un peu trop fait payer cette accélération où il se tasse à Toulouse là, où il s'est rattrapé par Brian Tamac. Après, il a pas fait des matchs cataclysmiques, hein. Il est peut-être un peu moins présent, mais tu vois, euh, je trouve que c'était parfois aberrant qu'on préfère Samu à l'aile que que lui, tu vois. Voilà. C'était vraiment pas un bon signal déjà.
Oui, ça Donc c'était à à Bayonne. Bayonne, ah non mais tu. Donc bon, voilà, après il va continuer dans son club, formateur, je Ouais, je pense pense que que c'est c'est bien pour lui en vrai. ouais voilà, lui, il est auprès de sa famille, le club qu'il a fait, connaître et qu'il a fait jouer donc je pense que c'est extrêmement intéressant pour lui et puis après, ben nous, visiblement il y a 2 jeunes qui arrivent, pour un peu le remplacer et cetera donc bon. Ouais, mais ça, on refera un petit point quand même sur l'effectif. Peut-être un hors-série quand la saison sera finie. Mais les deux petits jeunes, c'est Hugo Avogadro qui joue À à Grenoble. Grenoble Ouais, et Thomas Delpech qui joue à Aurillac, si je exactement. dis pas de bêtises. Qui sont tous les deux ailiers, très très prometteurs, très jeunes. Donc à voir ce que ça donnera. Parce qu'il va aussi falloir remplacer un certain Madoche Tamboué qui lui va à l'Aviron Bayonnais pour 2 ans. Passage relativement court. On a pas mal de supporters qui se demandent pourquoi il est venu, il joue pas beaucoup. C'est aussi une période où en fait tu fais jouer beaucoup tes titulaires parce qu'il faut aller chercher des points, parce qu'en Champions Cup, tu as ton équipe qui est faite. Mais il a quand même rendu de fiers services et c'était cool de le revoir un petit peu sous le maillot de l'UBB. Ouais, et puis il a permis, sur quelques matchs, de mettre, Louis au repos. Parce que c'était en fait, j'ai l'impression que c'était un peu ça l'objectif, quoi. Ouais, et puis il a permis aussi d'avoir un ailier en plus pour pouvoir mettre Damien Penaud en 13. Euh, Exactement, ouais. donc, Mais bon, euh, on l'avait recruté avant C'était que avant la Vendredi joue. blessure de Nico De Nico, et de ouais, de Juan. Nico. Alors Juan sûr, mais Nico, ah si, mais si, parce qu'il a été inscrit, ah je sais pas. En fait, j'ai un petit Petit doute là. doute. Non, parce que non, non, t'as raison. Ouais. Nico, c'est pendant le tournoi, donc je pense qu'il n'était pas encore arrivé, Madoche. Il a dû arriver après le tournoi. Bon, écoute, à vérifier, mais c'est pas non plus Non, non, ultra important. Mais toujours est-il que bon, on était content de l'avoir, Madoche. On a hâte de voir ce qu'il va donner ouais, à Bayonne. C'est sûrement une équipe qui correspond un peu plus à son style de jeu que Montpellier, notamment. c'est sûr. Même si les ailiers, c'est pas non plus, enfin, contre nous, ils ont beaucoup joué, hein, mais c'est pas forcément le cas tout le temps, donc à voir. Mais Comment il s'appelle leur petit ailier là? Herbinard, Garay. Pas mal. C'est pas ultra fluide, mais ça passe. Non mais ouais, ouais, je l'ai pas travaillé quoi. Ouais, j'étais un peu pris par surprise. Voilà pour Madoche qui file au Pays Basque. Les Lyonnes, elles jouent dimanche à 14h. C'est la reprise de l'Élite 1 après cette fin du tournoi des 6 nations. Elles se déplacent au Loup, donc dimanche 14h. C'est la 16e journée sur 18. Donc on va pas tarder aussi à attaquer les phases finales côté Élite 1. Et les espoirs aussi reprennent après après un petit week-end de break. Samedi 15h, on en parlait la semaine dernière. Toujours pas reporté. Toujours pas reporté, non. Putain, c'est pas vrai quoi. Réception d'Agen. Il risque de pas avoir non plus la foule. Mais en plus, je me demande, mais même les. Ah, quoique. Enfin, t'imagines même les mecs comme Uto, etc., qui ont quand même participé activement Ça tombe bien parce que de toute au- façon, l'UBB avait pas non plus énormément de place pour Bilbao. Donc au moins, ça fait ça en moins à allouer. C'est vrai. Mais oui, non, bah oui, clairement. Ouais. Après, peut-être que Uto. Non, mais non, Pagerello est revenu, il sera Bah pas dans le ouais, quatrième. donc il Hein. sera même pas Ouais. dans la quatrième, donc tu vois, tu peux même pas. Mais bon, c'est chaud quand même. Tu vois, tu peux te Bon, dire, ou alors bon, t'envoies les Crabos parce que tu t'en fous de la demi-finale de challenge de France, là, je sais pas quoi. c'est pas possible non plus, hein. Puis si ça se trouve, les mecs d'Agen, ils vont faire pareil, tu sais, non, on va voir la finale. Tu sais, genre, Bon, ils se mettent d'accord, hein, puis ils jouent le match à Shifumi et puis ils vont tous à Bilbao manger des pinchos. Il y avait du coup ce week-end également, je l'ai mentionné, la fin du tournoi de destination féminin avec une défaite de l'équipe de France à Bordeaux contre l'Angleterre. On avait 4 bordelaises sur la feuille de match avec Oban Rousset, Madoussou Falraclo, Carla Arbez et Axel Berthoumieux. T'en as pensé quoi? Un petit mot peut-être sur le match? ouais, bah, c'était un super match de rugby. J'ai pris énormément de plaisir. Bah, elles ont tout essayé, mais bon, c'est vrai que les Anglaises sont encore au-dessus, notamment dans l'efficacité et de certains moments clés, notamment. Elle gère mieux les lancements après touche, elle marque sur la moindre occasion. C'est toujours aussi bien organisé sur certaines phases. Nous, on a essayé de rentrer un peu
dans un rugby où on les amenait un peu dans des sphères physiques élevées pour essayer de les faire craquer en essayant de faire beaucoup jouer dans la défense, etc. Bon, ça a été avec plus ou moins de réussite, notamment les passes dans la défense où on a perdu énormément de ballons, trop de ballons. Mais bon, elles ont fait un match de vraies courageuses. J'ai adoré encore Falraclo qui fait un travail monstrueux. Je crois qu'elle doit être à 23 ou 24 plaquages. À chaque fois, ils sont dominants. Et c'est vrai elle est monstrueuse, cette fille. Mais bon, c'était un peu dur, un peu juste. Mais bon, c'est plutôt encourageant, je trouve, dans la mentalité, dans les systèmes qu'elle veut mettre en place. J'aime beaucoup leur cellule de 3 quand les gros avancent avec ces petites passes avant contact. Enfin, voilà, il y a des trucs que j'aime beaucoup qui ont changé avec ce système de Ratier là. Et, euh, et donc c'est plutôt intéressant, voilà, pour les années qui vont arriver, je pense. Je pense que voilà, il faut que le jeu se mette en place, mais je pense qu'elles ont trouvé un coach qui va les aider à ça. Ouais, c'est encore raté pour cette fois, mais la prochaine, ça sera la bonne. C'est vrai En qu'on- tout cas, il y a du progrès, et il y a du potentiel. D'ailleurs, chez les jeunes, l'équipe de France féminine met souvent des raclés à l'équipe d'Angleterre. Donc, Ouais, c'est pénible ça par contre, mais bon. donc ça va finir par payer, même s'il il y a plus de moyens, on le sait, dans le rugby féminin anglais, où il y a plus de professionnels qu'en France. Et du coup, bah, qui dit statut professionnel dit plus de temps pour s'entraîner, que ce soit physiquement, que ce soit techniquement, que ce soit tactiquement. Donc voilà, ça finira par payer. Je crois que c'est le sixième Grand Chelem d'affilée. Ouais, non, mais oui, mais je crois qu'elles sont même en termes de victoire, je crois que parce qu'elles ont gagné la Coupe du Monde, mais je crois que ça fait quoi? Ça va faire 2 ans qu'elles sont invaincues, les Anglaises maintenant. Hmm. Ouais, Elles, c'est c'est pour vraiment, ça que ça va être pénible, hein. elles sont vraiment au-dessus, ouais. Pour le coup, elles sont. Parce que t'as l'impression que tu y es, que ces premières 20 minutes, tu t'es dit, putain, elles vont leur rouler dessus avec, il y avait des super courses avec la centre Fleu, là, qui était juste monstrueuse. Tu dis, putain, elle subit tous les impacts. Nous, on arrive à les démonter en défense. J'ai Mais, trouvé qu'on essaie beaucoup trop de et, jouer et, après et contact. on a trop exagéré, effectivement. Ouais, voilà. Autant ça marchait, tu pouvais le faire avant le contact, parfois de temps en temps, mais après on a trop, trop, trop jeté les ballons et elles, c'est du caviar pour les Anglaises. Et puis en plus, après, c'est vrai qu'elles elles ont des lancements. Tu sens là la différence de professionnalisme, même dans les lancements où ils sont extrêmement propres, quoi. Et nous, c'est pas tout à fait ça. Je sais pas combien on loupe de touches, mais j'ai cru que c'était les mauvaises heures de l'UBB, quoi. UBB version fin 2024, quoi. Voilà pour cet épisode. On espère que ça vous a plu. On a quand même passé un bon moment du coup à débriefer ce match contre Perpignan. Évidemment que on se garde sous le coude cette petite preview pour le Leinster et Bilbao. Donc on enregistre nous jeudi. Donc on est attentif aux dernières nouvelles concernant les blessures, les rumeurs de compo probables, tout ça. Et du coup, on va essayer de vous proposer un petit épisode sympa avec des intervenants extérieurs. Quand je dis intervenants extérieurs, c'est un peu des invités qui suivent le rugby, qui ne sont pas nécessairement pro UBB. Comme ça permet aussi d'avoir un autre regard où nous, on suit certes et on regarde 2-3 fois tous les matchs, donc on sait ce qui s'est passé, mais peut-être que des fois, on a des avis qui sont un peu biaisés ou peu objectifs. Donc ça va permettre d'avoir d'autres regards et un regard aussi sur le Leinster. Donc voilà, on va essayer d'avoir des intervenants sympatoches pour vous proposer du contenu agréable et instructif pour vous faire patienter jusqu'à samedi 15h45 parce que l'attente est longue comme chaque semaine de finale. Mais bon, toi de toute façon tu vas être bien occupé, Yann. T'as des couches à faire, des biberons à les préparer. Tranquille, Ouais. Au chaud. au chaud. Merci à tous de nous avoir écoutés. Puis on vous dit à très vite cette semaine. Ciao, ciao. Ciao tout le monde!